Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo des Mémoires d'Adrien, je vais vous parler d'une nouvelle œuvre inscrite au baccalauréat de français en cette année 2025. Je parle évidemment de l'histoire du chevalier d'Aigrieux de Manon Lescaut de l'abbé Prévost. Alors en général, pour simplification, on dit souvent Manon Lescaut, mais non, c'est bien l'histoire du chevalier d'Aigrieux et de Manon Lescaut. C'est leur histoire à tous les deux, et c'est important de bien préciser ce titre. L'ouvrage paraît en 1731. On est en plein siècle des Lumières, on est en pleine tension entre encore une morale religieuse, une morale traditionnelle qui a encore du poids dans la société, mais malgré tout, on est dans le siècle des Lumières, on est dans le siècle de l'émancipation individuelle, on est dans le siècle d'une tension vraiment entre cette morale, comme je disais, et la volonté individualiste de commencer à s'émanciper de ces règles morales, de ces règles traditionnelles. Donc on a et on ressent cette tension vraiment dans cet ouvrage. Et ce que j'ai trouvé remarquable, avant vraiment de rentrer dedans, de vous le résumer, de vous parler des personnages, de vous parler de pourquoi moi j'ai aimé ce livre, parce que oui, j'ai aimé. Évidemment, encore une fois, je le précise, je ne suis pas professeur de français, donc je ne suis pas là pour vous donner des conseils méthodologiques sur comment avoir ce 20 sur 20 au bac. Je pourrais très bien titrer ma vidéo pour être plus aguicheur, comment avoir 20 sur 20 au baccalauréat de français avec sur Manon Lescaut en regardant cette vidéo. C'est pas vrai, parce que je ne suis pas professeur. En revanche, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de lire toutes les œuvres, de voir un peu, à peu près, voilà, le niveau qui est exigé, le niveau de lecture également qui est proposé aux élèves de première en cette année. Et, voilà, il y a quand même du Manon Lescaut, on parlera plus tard de Musset, on ne badine pas avec l'amour, donc il y a quand même... Corneille, le menteur, c'était pas non plus un français, vous voyez, forcément très accessible. Donc on a quand même encore des œuvres classiques qui sont proposées au baccalauréat. Donc quand on dit le niveau baisse, je ne sais pas, moi je ne suis pas professeur encore une fois, donc je ne peux pas le juger. Ils ont très certainement raison, ils s'appuient très certainement sur des bases solides pour dire cela. En revanche, ce que je peux voir, c'est que le niveau d'exigence, en tout cas en matière de qualité, de style et d'exigence de la langue dans les œuvres proposées, elle est encore là, hein, quand même. On a du Musset, du Corneille, de l'abbé Prévost. Donc ce qui est incroyable dans ce roman, on y reviendra tout au long de cette vidéo, c'est qu'il est écrit en 1731. 1731, c'est encore un siècle où le roman n'est pas encore à la mode. Le roman va vraiment être quelque chose d'extraordinaire à partir du 19e siècle, surtout. Avec Ivanhoe de Walter Scott chez les Anglais, mais ensuite on va avoir Stendhal, Victor Hugo, Dumas. Et au début, le roman n'était pas forcément considéré par les intellectuels et par le monde de la littérature comme quelque chose de noble. C'était considéré presque comme chose d'un peu populaire, d'un peu trop bas de gamme. Et là, on est en 1731, un roman d'aventure, un roman d'amour, un roman épique, qui annonce déjà également le romantisme, qui est juste génial. On a presque une tragédie, une œuvre romantique, et vous allez voir, on va en parler tout au long de cette récit, mais ce qui est extraordinaire avec cette œuvre, c'est que peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, notamment lorsqu'on est au lycée, mais lorsqu'on est jeune et qu'on n'a pas encore beaucoup lu, peut-être qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est écrit en 1731. Et parfois, on a tendance à englober toute la littérature classique dans un seul sac. Non, 1731, on est encore loin du siècle du roman, qui est le 19e siècle. Alors le résumé, même si, encore une fois, vous allez le trouver beaucoup mieux et complet sur des sites internet destinés au bac ou sur des vidéos qui résument complètement l'œuvre, donc je ne vais pas m'attarder moi sur le résumé, mais c'est le chevalier d'Aigrieux, noble de 17 ans, qui est destiné à être dans la religion, voyé par sa famille, de bonne famille, et qui a un coup de foudre vraiment lorsqu'il voit cette fameuse Manon Lescaut qui est destinée au couvent, qui est envoyée au couvent par sa famille. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Véritable coup de foudre. Elle le convainc de l'entraîner avec lui, donc il s'enfuit, il s'échappe, et puis à partir de là, voilà, va naître cette passion immense entre eux, mais passion qui va être mêlée de trahison. Parfois, elle va partir avec d'autres hommes. Elle va lui dire, c'est pour aller chercher de l'argent, pour pouvoir qu'on continue à avoir cette vie dans le confort, cette vie un peu de luxe. Et donc, à chaque fois, il va se sentir trahi, soit par elle, soit par d'autres. Il va y avoir des emprisonnements, des trahisons par son père, un voyage en Amérique. Enfin, il va y avoir plein d'aventures. Donc, c'est également un roman d'aventure. Et comme quasiment toutes les tragédies, et c'est pour ça que je disais qu'on pouvait parler de tragédie, évidemment, eh bien, il y a une fin dramatique. On peut autant l'aimer que s'agacer devant ce roman, parce que ce chevalier d'Aigrieux, au bout d'un moment, on a envie de lui dire, mais excuse-moi, est-ce que tu veux pas un petit peu te réveiller? Parce que, et à un moment donné, là, Manon Lescaut lui dit, en fait, je t'aime follement, mais en fait, je vais juste chercher de l'argent avec cet homme, comme ça, on peut avoir de l'argent pour nous. Enfin, c'est violent ce qu'elle lui annonce quand même. Et lui, il est là, bon, effectivement, bon, c'est une traîtresse, je lui en veux, mais dès qu'elle revient, il est absolument aveuglé par l'amour et il retourne avec elle de manière absolument folle et passionnée. Que je parlais de roman d'aventure, mais c'est ça, on est en plein dans un roman d'aventure, il se passe plein de choses. J'ai l'impression qu'ils sont emprisonnés 3 fois, elle repart 4 fois, elle revient 2 fois, enfin, c'est un peu n'importe quoi les aventures qu'il y a, mais c'est ça qui est génial. Et on a ce chevalier d'Aigrieux qui est complètement passionné, qui est complètement aveuglé par l'amour qu'il a pour cette Manon Lescaut.
Et en fait, cette passion, cet amour, et c'est pour ça qu'on parle de tragédie, mais de romantisme aussi, il perd complètement sa raison, et il est complètement débordé par sa passion. C'est ça qui est incroyable, et c'est ça qui en fait déjà, un siècle avant, un roman romantique. Il va quand même tout perdre, ce chevalier, hein. L'honneur, la famille, l'argent, la position sociale, il va tout perdre, hein, par amour pour cette Manon. Ce qui va se passer même quand il va aller aux États-Unis, il va devenir complètement fou. Enfin, à chaque fois, on a l'impression que le sort s'acharne contre lui. Et là, il y a aussi ce côté-là dans les tragédies, c'est-à-dire que dans les tragédies, on a l'impression que les personnages peuvent faire ce qu'ils veulent. Au bout d'un moment, de toute façon, le destin s'acharne sur eux. Il y a quelque chose, il y a une petite étoile, une mauvaise étoile qui fait que ça va mal se passer pour eux. Et là, on a vraiment l'impression que ce type-là, il n'est pas fait pour être heureux. Il ne peut pas être heureux avec Manon Lescaut. Et c'est terrible. Et on a envie presque de s'agacer, de dire à l'abbé Prévost, dis donc, tu veux pas non plus lui accorder une petite fin sympa quand même? Mais non, l'abbé Prévost il continue. Et il s'acharne jusqu'au bout, jusque dans les dernières pages. C'est assez terrible comme roman quand même. Là, je le dis un peu avec le sourire, mais le roman est terrible, hein. C'est une véritable tragédie. Hein. Manon Lescaut, elle dérange autant qu'elle fascine, c'est-à-dire qu'elle est présentée comme étant belle, comme étant attirante, comme étant très séductrice, et en même temps, il y a une ambiguïté chez elle, parce qu'elle est attirée par le confort, le luxe, donc elle va aller voir d'autres hommes pour avoir ce confort et ce luxe, mais on la sent en même temps tout à fait honnête, elle semble attirée par la fougue, par la passion de ce narrateur. Et donc on a ce personnage de Manon Lescaut qui en même temps représente bien le sort des femmes au XVIIIe siècle. Déjà peut-être une volonté d'émancipation par rapport aux hommes, déjà une volonté de se dire, pour m'en sortir, j'ai peut-être cette seule solution, la séduction, la trahison, et de faire un peu mon propre chemin. Donc on a cette femme qui est à la fois agaçante, on a envie de lui dire, mais il t'aime, vous vous aimez, reste avec lui. Et en même temps, on a ce symbole du sort des femmes, qu'on retrouvera dans un autre livre d'ailleurs de ce bac 2025, Olympe de Gouges, on y reviendra une autre fois. On a cette volonté des femmes de s'émanciper, de faire également leur propre chemin, déjà en 1731. Vous comprenez encore une fois pourquoi je disais tout à l'heure que ce roman est super moderne par rapport à son époque. Après, il y a le personnage de Tiberge, que j'ai bien aimé également. Tiberge, c'est le représentant de la raison, c'est le porte-parole du rationnel. C'est un peu comme le double. C'est à chaque fois celui qui vient lui dire « Non, là, ce que tu fais, c'est pas bien. Il faut pas que tu ailles avec cette femme. Il faut que tu fasses ce que t'as dit ta famille, que tu fasses tes études, que tu rentres dans la religion. » On est un peu comme si c'était, vous voyez, le mauvais ange et le bon ange chez le chevalier des Grieux. Et c'est peut-être une double personnalité qu'il y a également chez l'abbé Prévost. Et ce Tiberge, jusqu'au bout, il sera fidèle à l'amitié. Jusqu'au bout, dès qu'il faudra l'aider, il sera là. C'est vraiment un roman sur l'amour, sur la passion amoureuse, mais c'est un roman sur l'amitié aussi. Ce que fait ce Tiberge jusqu'au bout du roman est tout à fait admirable. Moi, j'ai beaucoup aimé ce personnage qu'on peut retrouver dans d'autres romans classiques et contemporains. Vous voyez, un peu comme l'ami fidèle qui est toujours là. Je pense à Sam, par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux. Tiberge, c'est un peu Sam. Donc, faut le voir comme ça, vraiment. Et j'ai adoré ce personnage de Tiberge, même s'il n'est pas souvent mis en lumière. Même si à chaque fois qu'il est là, on a l'impression que le chevalier des Grieux se moque un peu de lui, mais je ne crois pas. Je crois qu'il a vraiment une admiration pour Tiberge, et il est attiré également par ce côté rationnel. En fait, le chevalier des Grieux, il a ce double aspect. Il a la passion qui l'attire chez Manon Lescaut, mais il a ce personnage de Tiberge qui le fascine, et il aimerait être comme Tiberge. Donc on a toutes ces thématiques dans ce roman, c'est pour ça que moi je trouve que c'est un roman moderne, c'est un roman passionnant, parce que c'est à la fois un roman qui est déjà dans le siècle du romantisme, plus d'un siècle avant, cette passion amoureuse, le fait que les sentiments des personnages sont supérieurs et les sentiments des personnages dominent leurs actes plutôt que la raison, plutôt que l'intellect, plutôt que la raison d'État. Non, on a des sentiments, les sentiments amoureux. Et on a à la fois une tragédie parce que on le voit que de toute façon ça va mener à sa perte. Il est en train de se couper de sa famille, il est en train de se couper de son honneur, il va tout perdre, sa position sociale. Mais peu importe parce qu'en fait, il se sent heureux lorsqu'il est avec Manon Lescaut. À chaque fois qu'il y a ces courtes parenthèses dans lesquelles ils sont ensemble, parce qu'elles sont courtes, parce qu'à chaque fois elle est attirée par l'extérieur, on a l'impression qu'elle est insaisissable cette Manon. Et en même temps, il l'aime pour ça aussi, parce que dès le début elle est comme ça. On ne sait pas trop pourquoi elle était envoyée par sa famille au couvent, mais dès le début elle est comme ça. Donc en fait, il l'a aimée, il a été passionné d'elle, pour les mêmes raisons qu'après il va en souffrir, mais malgré toutes ces souffrances, au fond, je pense que tous ces petits moments de bonheur, il les aura appréciés à leur juste valeur, parce que ils se sont follement aimés lorsqu'ils étaient ensemble. Mais à chaque fois, il y a ce destin, à chaque fois, il y a cette tragédie qui reprend le dessus, et c'est vraiment tragique, et le dénouement de ce roman est catastrophique. Cette morale de l'époque qui est représentée par la famille, par Tiberge, par le cadre religieux, et en même temps cette morale face à laquelle la jeunesse veut s'émanciper, que ce soit les femmes ou d'autres jeunes hommes de l'aristocratie, et on sent poindre 50 ans après la Révolution, parce que on a cette volonté de s'émanciper du code moral de l'époque. On a un roman
écrit en 1731, mais tout à fait accessible. Je le trouve assez agréable à lire, c'est très facile à lire. Un style lyrique et dramatique à la fois, mais un style quand même très accessible. Et honnêtement, ça serait intéressant de voir ce que les jeunes en ont pensé, mais je le trouve quand même assez facile à comprendre. Peut-être plus même que Corneille, qu'on a lu avec Le Menteur. Là, je l'ai trouvé, ce roman, j'étais agréablement surpris. D'ailleurs, je m'attendais à un roman peut-être plus lyrique, plus emphatique. Non, je le trouvais quand même très facile à lire. Et on a aussi une critique sociale dans ce roman à travers l'abbé Prévost. Critique de la corruption, critique de la condition des femmes, critique de cette morale qui peut-être oppresse un petit peu trop la jeunesse, y compris dans l'aristocratie. Alors, encore une fois, une critique sociale qui se restreint à une certaine classe sociale. Mais quand même, je trouve qu'on a un petit peu de ça dans ce roman. Et ce qui est formidable, encore une fois, je le redis, on est en 1731, et on a un roman très psychologique. La psychologie des personnages est hyper développé dans ce roman. Encore une fois, on est au XVIIIe siècle, et dans la première moitié du XVIIIe siècle, c'est assez rare. Alors ça existe déjà, on a d'autres romans, et on a des romans déjà même 2-3 siècles avant qui l'ont fait. Mais quand même, on n'est pas dans ce siècle pour l'instant du roman. On n'est pas dans ce siècle de la psychologie. C'était assez mal vu. Je ne sais pas comment il a été reçu, ce roman à l'époque, mais je le trouve d'une modernité incroyable. Encore une fois, vous pouvez le lire comme un roman d'amour, des histoires d'amour, un roman d'aventure. Vous avez tout dans ce roman qui fait que vous pouvez vous y attacher et vous pouvez y trouver plein de liens à faire avec la pop culture actuelle, y compris. Vous voyez ? Donc je pense que pour un jeune, c'est vraiment une œuvre qui est bien choisie. Parce qu'à la fois, on est dans le XVIIIe siècle, donc on a plein d'éléments, du classicisme, et à la fois, on a du romantisme, des histoires d'amour, des histoires d'aventure. Ce roman-là, il pourrait parfaitement être adapté en manga, hein, vu tout ce qui se passe. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes lisent des mangas, moi le premier. Une adaptation en manga bien faite, pas juste voilà, avec des mauvais dessins, un truc sur commande comme on peut en voir chez certaines maisons d'édition, mais un auteur un peu happé, un peu huppé, qui s'occuperait de ça, je pense par exemple à Shinichi Sakamoto, il s'occuperait de l'adaptation de l'abbé Prévost, ça serait génial, j'adorerais. J'ai terminé pour mon analyse de l'abbé Prévost. Encore une fois, j'ai essayé de vous donner des clés de lecture, des codes de lecture, pour l'apprécier. Parce que finalement, parfois j'étais un peu agacé par ce personnage, mais au final, à chaque fois, je m'attachais à ce personnage. Et également à Manon Lescaut. Et il faut essayer à chaque fois de se dire, qu'est-ce que je ferais à leur place ? Pourquoi elle fait ça ? Qu'est-ce qui l'intéresse ? Et qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Et pourquoi l'abbé Prévost il leur fait faire ça ? Et ce personnage de Tiberge qui est fascinant. Alors, le père est par contre beaucoup moins fascinant. Il y a des personnages qui sont assez abjects dans ce roman, mais c'est ça aussi la qualité et la force de ce roman, c'est qu'on a à la fois des personnages auxquels on peut s'attacher, à la fois des personnages fascinants, et puis à la fois des personnages très repoussants, et vous allez les voir lorsque vous allez lire ce roman. Et puis de l'aventure aussi, avec des combats, des morts, des drames, bref, il y a beaucoup de choses dans ce court roman qui se lit quand même assez rapidement, qui se lit de manière très facile, très fluide. C'est pour ça que je trouve que c'était un bon choix à faire lire aux jeunes pour ce bac 2025 et j'espère qu'ils l'ont apprécié. En tout cas, moi, j'ai vraiment bien aimé. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très bientôt pour d'autres œuvres du baccalauréat 2025. En attendant, prenez soin de vous, lisez des livres et à très très vite. Au revoir.